IT for Business est sur AI for Good Summit à Genève. Nous sommes avec Sacha Rubel. Sacha, bonjour. Bonjour. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice politique publique sur l'IA pour l'Europe, Moyen-Orient et l'Afrique chez AWS. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. On est toujours dans une période où les entreprises et les pays se demandent comment travailler autour de l'IA. On a eu en Europe l'IA Act. Et dans une interview récente, vous disiez que la technologie avance, et j'ai presque envie de dire avancera beaucoup plus vite que la législation. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut avoir une techno ou au moins une régulation qui peut avancer en même temps? Est-ce que ça vous paraît faisable que l'innovation? Je dirais que c'est essentiel même qu'on réfléchisse à comment créer des ponts entre les décideurs politiques et l'industrie. Parce que si on creuse un peu au niveau européen, par exemple, 41% des entreprises européennes citent la fragmentation réglementaire à l'intérieur de l'Union européenne comme un frein pour passer à l'échelle. Et Mario Draghi a cette phrase que j'adore qui dit on a un marché unique pour le dentifrice, mais on n'a pas de marché unique pour l'intelligence artificielle. Donc, simplifier les législations pour qu'ils soient compréhensibles est la clé de la compétitivité de long terme de l'Europe. Et on voit ça actuellement. Prenons par exemple, encore une fois, l'Europe. 68% des entreprises en Europe ne comprennent pas leurs obligations sous la législation européenne de l'intelligence artificielle. Elle est trop complexe? Elle est trop complexe. Et surtout, l'interface entre la législation européenne de l'intelligence artificielle avec le RGPD, avec les autres législations. Encore une fois, Draghi a dit qu'il y a plus de 100 législations numériques. Donc, imaginez, vous êtes un start-up qui commence en France et qui veut passer à l'échelle en Espagne, en Suède, au Canada et au Japon. Il faut une cohérence, pas simplement régionale, mais internationale, sur qu'est-ce que c'est les règles qui permet à la fois la responsabilité par nature et l'innovation à l'échelle et à la vitesse nécessaire pour être compétitive. Et c'est là où, fondamentalement, les standards internationaux jouent un rôle clé. Encore une fois, prenons un exemple, l'Europe. 47% en France de budget technologique passe à les enjeux de mise en conformité. 47%. C'est plus élevé que la moyenne européenne, qui est 42%. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de comment réduire qui est fondamentalement un impôt, dit-on, sur l'innovation, que la FMI a estimé équivalent à un tarif de 110% au niveau du marché interne. Comment est-ce qu'on bouge cet investissement qui est la mise en conformité vers l'innovation tout en assurant la sécurité et la responsabilité? Donc, ces deux horloges qui sont très différentes, c'est l'horloge de la régulation qui bouge un peu plus lentement que l'horloge de l'innovation, qui bouge super vite. Comment est-ce qu'on aligne ces deux horloges? C'est fondamentalement en créant des passerelles entre les risques que les décideurs politiques veulent réguler et ce qui est faisable techniquement au niveau pratique dans l'industrie. Et ce dialogue entre l'industrie et le gouvernement est absolument essentiel pour qu'on assure pas simplement la démocratisation et la disponibilité de cette technologie, mais aussi une approche de sécurité et responsabilité par nature. Sacha, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Europe d'atteindre son plein potentiel en matière d'IA? On a les cerveaux, pas forcément les capitaux, l'énergie dans certains pays, les data centers. Qu'est-ce qui, selon vous, dans peut-être le cocktail que j'ai décrit là, il manque certainement des éléments, mais qu'est-ce qui aujourd'hui empêche l'Europe et certains pays d'être finalement dans ce top 3 des pays et des continents qui sont en avance sur l'IA et qui font des choses sur l'IA? Alors, il y a 3 bloqueurs fondamentaux qui reviennent année après année dans un sondage qu'on publie chaque année qui est basé justement sur des entretiens avec 17 000 entreprises et 17 000 citoyens à travers l'Europe. Mais en amont de ces bloqueurs, il y a aussi une feuille de route extrêmement claire par rapport à la leadership européenne et aussi, je dirais, française. Les 3 bloqueurs qui reviennent année après année, c'est la question de la fragmentation et la complexité réglementaire que j'ai évoquée juste avant. Le deuxième aspect, c'est les questions, et vous l'avez évoqué vous-même, la question des compétences. En fait, en France, par exemple, plus de 41% des entreprises françaises citent un manque de compétences numériques au sein de leurs entreprises comme un des grands bloqueurs d'adoption de l'IA. En France,
ça peut prendre jusqu'à 7 mois pour recruter quelqu'un avec les compétences numériques nécessaires. Donc, investir dans les compétences, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est une des raisons pour laquelle nous, chez AWS, on a lancé à notre sommet le 1er avril une partenariat avec l'ONG CHAMS pour vraiment renforcer notre engagement sur le territoire autour de cet investissement dans les compétences. C'est parce que finalement, cette révolution, c'est pas juste une révolution technologique, c'est fondamentalement une révolution humaine. Et donc, ces humains, ils doivent être au centre et ils doivent avoir les compétences. Donc, les questions de compétences, c'est vraiment un bloqueur, mais aussi une énorme opportunité. Si on investit dans nos gens sur le territoire, on permet justement cet avenir plus inclusif. Ce qui est intéressant dans ce rapport, je trouve particulièrement, c'est que la population et le démographique qui était le plus intéressé d'apprendre des compétences numériques, c'était le démographique le plus proche à la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens les plus proches à la retraite comprennent que leur capacité d'interagir avec le monde de demain dépendra énormément sur leur capacité d'utiliser ces outils. Donc, mon père, qui avait 96 ans à la fin de sa vie, lui, il ne comprenait pas du tout technologie, il ne comprenait pas l'email, il ne comprend pas le vidéo streaming, mais à la fin de sa vie, il utilisait un chatbot pour accéder à ces services de sécurité sociale en France. Donc, ça change complètement la capacité, justement, d'accéder à fondamentalement des services essentiels et ces compétences numériques vont être absolument intégrales. Troisième bloqueur, c'est vraiment, et vous l'avez encore une fois évoqué, la question d'investissement. Il faut investir, mais il faut aussi tout ce qui est les incentives côté du secteur public pour accélérer l'investissement dans l'IA. Donc, quelle est la feuille de route fondamentalement? Parce que ce qu'on voit basé sur ce sondage, c'est que finalement, 4 startups sur 10 européennes songent à quitter l'Europe, largement à cause de le manque d'investissement, la facilité ailleurs de passer à l'échelle et la prédictabilité des cadres réglementaires. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Une, c'est accélérer l'adoption du secteur public de l'IA. Parce que fondamentalement, l'adoption du secteur public de l'IA inspire la confiance. Et soyons honnêtes, une des grands bloqueurs de l'adoption de l'IA actuelle, c'est une manque de confiance dans ces technologies. Donc, quand le secteur public va de l'avant, ça inspire la confiance des citoyens, mais aussi des entreprises. Et le deuxième aspect fondamental, c'est vraiment simplifier les règles pour que tout le monde comprenne. On peut conduire très vite sur l'Autobahn en Allemagne parce que les règles sont claires. Donc, la vitesse, la sécurité et la responsabilité peut aller main dans la main. Et cette vitesse est absolument essentielle parce que ce qu'on voit au niveau de la France, mais plus largement au niveau européen, c'est que finalement, la plupart des entreprises, ils sont coincés dans le stade le plus basique d'adoption de l'IA, qui est on adopte l'IA pour une chatbot interne, mais pas le stade plus avancé de l'adoption de l'IA, qui est fondamentalement les entreprises qui se disent « et si on commençait par une question d'entreprise qu'on pensait absolument impossible à résoudre et on mettait l'IA au centre, qu'est-ce qu'on fera différemment ?» Donc vraiment passer à ce stade avancé, c'est pas simplement une opportunité économique qui représente presque 600 milliards d'euros d'ici 2030 comme opportunité économique européenne, mais fondamentalement, et plus important presque, une opportunité socio-culturelle de transformation. Donc cet investissement et cette simplification, c'est absolument essentiel. Et le dernier aspect, au-delà de l'adoption du secteur public et l'investissement et la simplification, c'est vraiment un changement culturel. On parle beaucoup, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de ce moment comme une révolution technologique. Mais c'est aussi une révolution culturelle qui commence avec les compétences et les humains, mais qui commence aussi avec un changement de pensée sur comment on interagit et on crée un avenir qui est centré sur l'humain, mais qui est accéléré et augmenté avec l'intelligence artificielle. Une dernière question, Sacha. Dans une de vos interviews, vous avez pas mal parlé de l'Espagne. Vous l'avez présenté, peut-être pas comme un modèle, mais en tout cas une source d'inspiration. Qu'est-ce qui va faire la différence entre, par exemple, ce qui se passe en Espagne et ce qui se passe en France en matière d'IA, qui a un écosystème d'ailleurs, Il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jeffrey Ding. Et Jeffrey Ding a publié un livre qui a analysé les grands gagnants sur la long terme des révolutions industrielles précédentes. Prenons par exemple l'expérience de l'électricité avec Edison au fin du 19e siècle. On n'aurait jamais pu penser au moment que l'électricité a été inventée à quel point
cette innovation, aller complètement transformer pas simplement la lumière dans nos maisons, mais nos industries, nos économies, nos gouvernements. Et on vit un moment parallèle avec l'IA. Sauf qu'en réalité, ce moment qu'on vit avec l'IA se passe à une vitesse extraordinaire. On est passé de dial-up au 3G dans une décennie. On est passé de l'IA à l'IA générative, à l'IA agentique, en moins de 18 mois. C'est presque vertigineux. Mais Jeffrey Ding, il souligne que les grands gagnants de ces révolutions industrielles ne sont pas les pays ou les régions qui se focalisent sur on va créer le modèle le plus puissant, où on se focalise sur le moment Eureka. En fait, c'est les régions qui sont capables de transformer cette innovation et de l'adopter à travers leurs industries, à travers des silos et à travers leur économie. Et en fait, ce qu'on voit qui va faire la long terme la différence, c'est la capacité de transformer l'accessibilité de cette technologie, parce qu'en Europe, la technologie est là, de transformer cette accessibilité en avantage économique et social, en passant de cette stade basique d'adoption à une stade plus avancée à travers toute taille des entreprises et à travers toute partie des industries. Parce qu'en réalité, on voit ça en France, les startups, ils sont en avance par rapport à les grandes entreprises. Et à travers l'Europe, les PME, ils représentent presque 98% de notre économie. Donc, assurer que les startups qui sont en avance par rapport à l'adoption avancée de l'IA, qu'on n'a pas cette économie à 2/3 et qu'en fait, cette adoption se passe dans une manière avancée à travers toutes nos industries en France et au-delà. Merci Sacha. Merci à vous. Merci.